Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. L'UNAPES veut bouter la crise dans le milieu scolaire. L'Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants appelle l'État et les syndicats d'enseignants à la concertation. Grincement de dents chez les étudiants de l'ENDSS, ils ne veulent nullement que la section assistance sociale soit transférée à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Les autorités de l'établissement rassurent. La tension couve à 40 tabac à Sédhiou suite à l'agression d'une femme enseignante par un concurrent. Les professeurs ont déserté les classes, le domicile du préfet menacé de représailles. Et puis le plaidoyer de l'Association des juristes sénégalaises pour l'avortement médicalisé. Ses membres ont sensibilisé juristes et parlementaires pour son adoption. L'imam Ismaël Ndiaye soutient que la pratique est bannie par l'islam. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Vous regardez la télévision Futur Média, merci d'être avec nous. Menace de grève des syndicats d'enseignants, l'Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants interpelle l'État et les acteurs de l'éducation. Elle appelle les deux parties à la concertation pour sauver l'année scolaire. L'UNAPES demande également son implication dans le processus de recherche de solutions à la crise dans le secteur de l'éducation. Son président Abdoulaye Fane, que nous écoutons au micro d'Ali Atala. C'est une réaction qui nous surprend. Bon, ajouté à cela, le président de la République, à l'occasion du déjeuner qu'il nous avait offert le 10 octobre passé, avait pris sur lui-même de déclarer 11 mesures qui permettraient véritablement de régler certaines questions relatives au problème de grève. Nous étions véritablement confiants, nous, UNAPES, au sortir de ce déjeuner. Et nous pensions véritablement que l'application serait effective à partir du 31 décembre 2015. Et nous avions eu à constater que ces préavis ont été déposés suite au fait que les débuts d'application n'ont pas été effectifs selon les syndicats. Nous pensons que ce sera rattrapé sous peu. Nous pensons aussi en tant qu'acteurs du mouvement éducatif, du système éducatif, être impliqués dans ces négociations afin véritablement qu'il y ait des parties garantes. Je vous le disais en sommaire, les étudiants de l'ENDSS contrariés par le très probable transfert de la section assistante sociale de l'établissement à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Selon ces étudiants, les diplômes délivrés à l'École nationale ne correspondent pas à leur formation. D'après le surveillant de l'établissement, ce transfert résulte d'une demande du SUTSAS qui, toujours selon lui, souhaite regrouper toutes les formations en santé dans un seul et même lieu. Plus de détails avec Aminata Mbaresso et Moudou Diop. Ces élèves, c'est ceux orientés à la section assistance sociale de l'École nationale de développement sanitaire et social de Dakar. Ils ont boudé les salles de classe. La cause, un éventuel transfert vers l'École nationale des travailleurs spéciaux. L'ENTS et l'ENDS sont organisés par des décrets différents. C'est-à-dire l'ENTS est régi par le décret de 94, alors que l'ENDS est régi par le décret de 92. Et sur cette base, l'ENTS, tout comme l'ENDS, a organisé un concours d'entrée. Et nous, face à cette diversité de concours, nous avons opté à faire le concours de l'ENDS parce que nous voulons sortir avec le diplôme d'État assistant social, c'est-à-dire DAS, et non le diplôme de travailleur social et spécialisé. C'est une revendication syndicale. Ce sont les syndicats du SUSAS, qu'on appelle le SUSAS, le syndicat des travailleurs de la santé et de l'action sociale, qui ont posé le problème du transfert du département d'études en sciences sociales vers l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Les élèves sont catégoriques, ils ne veulent pas d'un transfert, le surveillant général rassure. Également, il y a les différences dans la formation, parce qu'on ne peut même pas accepter d'aller se greffer là où on ne fait pas partie. Une école qui se dit être des travailleurs sociaux spécialisés, qu'est-ce qu'un assistant social peut faire là-bas? C'est une peur bleue tout simplement, parce qu'on a transféré tout simplement le département, ce qui fait que tout le curriculum de formation est transféré au niveau de
de l'INTSS. Ils indiquent par ailleurs que le décret faisant état du transfert vers l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés est déjà signé. Le mémoire, c'est à 600 000 francs, alors que là-bas, c'est à 125 000 ou à 200 000 francs. Ici, après les stages ruraux, on perçoit une somme de 158 000 francs. Là-bas, c'est à 70 000 francs. Ici, on s'inscrit, les frais d'inscription, c'est à 20 000 francs. Là-bas, c'est à 50 000 francs. Donc, vous voyez cette différence. C'est un problème qui peut se régler entre écoles. Parce que pour le subventionnement, c'est déjà une ligne budgétisée dans nos colonnes. Donc, du coup, on transfère tout simplement la ligne au niveau de l'INTSS. Un transfert qui doit concerner 43 élèves répartis entre la première, deuxième et troisième année de la section assistance sociale de l'ENDSS. La problématique de la corruption fait en ce moment les choux gras de la presse sénégalaise, un mal qui gangrène tous les secteurs du pays, de la vie de beaucoup de Sénégalais. Oui, Chartidiane, et pour certains, l'éducation et la formation doivent être utilisées pour combattre ce phénomène. Toutes les réactions dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Défaillance des enquêtes, détention systématique, impunité entre autres mots de la justice listés par le bâtonnier lors de la rentrée des cours et tribunaux. Ce Sénégalais confirme. Les Sénégalais ne sont pas égaux devant la loi et cela est à déplorer. Il ne doit pas y avoir de parti pris, surtout en matière de détention. Égalité devant la justice vivement souhaitée, ce colonel à la retraite parle d'éducation. On peut l'éradiquer en utilisant l'éducation. L'éducation citoyenne, investir beaucoup dans la publicité citoyenne. Expliquer aux gens, aussi bien les instruits que les non-instruits, faire des spots, faire tout un programme et faire des évaluations à chaque étape et voir si ça s'éradique au fur et à mesure. Elle ne peut pas être zéro, mais je sais qu'elle peut progresser parce que, les Sénégalais ont une certaine expérience et une conscience politique quand même assez historique, assez ancienne, et une conscience aussi citoyenne. Après la justice, d'autres secteurs sont concernés. Cette restauratrice en est consciente. Dans les mairies, on te dit tu déposes un papier qui doit sortir presque le même jour. On te dit de revenir demain. Demain, tu reviens, on te dit reviens le lendemain matin. Le lendemain matin, tu reviens, on te dit la même chose. Quand tu vois un gars dans les couloirs, tu lui donnes quelque chose, il te dit d'attendre. Tu attends, on te sort ton papier. C'est quoi? La justice, c'est pareil. C'est dans tous les secteurs. Mais quelle doit être la solution? Si c'est 100%, normalement, la mesure, c'est-à-dire les 90%, c'est la population qui doit s'en occuper. Voilà, parce que la corruption, c'est un phénomène mondial. Partout dans le monde, il y a la corruption. Au gouvernement de nous aider, nous les simples citoyens, on est fatigués. On n'a pas de sous. On n'a pas les moyens de prendre un taxi chaque jour, venir au tribunal, venir dans les mairies. Vraiment, on est tous fatigués. Et puis selon Waldio Ndiaye, la justice sénégalaise est toujours crédible, Chartidiane. Oui, ce membre des associations de la société civile préconise une discussion entre magistrats et avocats pour harmoniser les politiques et mettre fin à la corruption. Nous l'écoutons. À mon sens, la justice est encore crédible parce qu'aujourd'hui nous avons des compétences extrêmement avérées au sein de la justice, notamment les magistrats. La preuve, même au niveau international, généralement on fait appel à eux du fait de leurs compétences, ça c'est un. Deuxième élément, nous connaissons le dynamisme du moins de l'association des jeunes magistrats. Troisième élément également, nous savons leur compétence qui est extrêmement avérée. Et à ce titre-là, je pense qu'on ne doit pas verser aussi facilement à croire par exemple des accusations, croire à des accusations. Il faut être extrêmement prudent, avoir des choses avérées pour pouvoir se prononcer là-dessus. Et je pense qu'ils doivent trouver des espaces pour pouvoir s'entendre, loin par exemple de la clameur populaire. Ça c'est un aspect. Deuxième élément, ils ont tout intérêt à ce que ce débat-là ne prospère pas. À présent, direction le département de Kanel, dans la localité de Ndendori. Sur place, l'exploitation de phosphate est mal vécue par la population. Oui, le réseau des parlementaires en visite de prospection durant 3 jours envisage des solutions après des concertations avec la société chargée de l'exploitation et les élus locaux. Plus de détails avec Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy.
Un forum populaire, une visite de terrain, des actions menées par le réseau parlementaire pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Objectif, constater et cerner les maux liés à l'exploitation minière en Ndindouri. D'abord, il y a la grande mine qui est aujourd'hui exploitée par la société qui s'appelle Somiva, qui a vraiment commencé à produire vers le milieu du mois de mai-juin 2015. C'est une grosse mine de phosphate. Ils ont, je pense, des réserves de l'ordre de 30-35 millions de tonnes de phosphate. C'est une société qui a investi et envisage également des investissements qui peuvent se chiffrer jusqu'à 150 milliards de francs CFA. Et évidemment, l'exploitation minière pose des problèmes. D'abord environnementaux, parce qu'il y a la poussière, c'est sûr. L'exploitation minière pose des problèmes de terre. Des difficultés auxquelles les parlementaires comptent trouver solution. Des concertations ont été faites avec les élus locaux et des actions en cours. La solution à ces problèmes, c'est plusieurs acteurs. Il y a le gouvernement, l'État, en particulier de la Somiva, mais comme elle vient de démarrer. Maintenant, il y a du travail également à faire avec les collectivités locales, le département ainsi que les mairies, pour discuter avec la société minière dans le cadre de la RSE, dans le cadre de leurs dépenses sociales. Ils sont à l'attente des solutions. Voilà, comme il l'a si bien dit. Donc, et nous suivons, on est en train de suivre pour voir vraiment ce qui va s'en sortir. L'emploi, bien sûr, une exigence de la jeunesse locale. Des efforts sont en train d'être faits, rassure le président du réseau. Dans les sociétés minières, il y a deux niveaux. Il y a une partie qui est très technique, qui demande une formation. Il y a l'autre chose, et évidemment les métiers qui ne demandent pas forcément de formation. Les jeunes sont en formation, oui, absolument, oui. Alors, je saurais vous dire le nombre, mais je crois qu'à un moment donné, on a parlé de 400. Les 14 et 16 décembre passés, le réseau parlementaire pour la bonne gouvernance des ressources minérales a effectué une descente dans la région de Matam. Il compte y retourner au courant de l'année 2016 pour évaluer tout ce qui va se faire en ce qui concerne l'exploitation des mines en Ndindouri. Nous parlons de toute autre chose avec l'adoption du nouveau code de la presse qui se fait toujours attendre et le SYNPICS s'impatiente. Un blocage qui, selon le secrétaire général du SYNPICS, s'explique par une absence de vision et un manque de bonne volonté des autorités compétentes. Plus de détails dans ce reportage de Chertidiane Dion et Younous Diatta. L'adoption du nouveau code de la presse toujours en l'état. Absence de vision, manque de volonté, entre autres qualificatifs attribués au comportement affiché par les autorités compétentes. Pour Ibrahima Khalilou Ndiaye, l'État continue toujours de jouer la carte de l'indifférence. Hier, le directeur de la communication dire que le projet de code de la presse sera envoyé cette année à l'Assemblée nationale. Je me demande quand même s'il faut prendre 4 années pour envoyer un projet de code à l'Assemblée nationale. Donc ça pose problème. Et disant aussi que les points de divergence ont pu être aplanis. Mais je me demande avec qui, pas en tout cas avec les professionnels. Je pense que les Sénégalais doivent être édifiés sur cet état de fait. Au secrétaire général du SYNPICS d'ajouter que ces lenteurs s'expliquent également par le fait que certains politiques sont des actionnaires dans certains supports de communication de masse. Conséquence, pour combattre même des ennemis du même bord politique. Et ça nous désole. Nous avons une corporation qui fait face à d'énormes difficultés, qui vit beaucoup de problèmes. Parce que la plupart d'entre eux sont ceux-mêmes qui ont créé des organes de presse ou bien des stations radio ou télé. Autre fait qui plombe l'adoption du projet de code de la presse, Ibrahima Khalilou Ndiaye estime que de soi-disant médiateurs soufflent le chaud et le froid. Il y avait l'implication d'autres ministres de la République et le groupe de médiation de l'Assemblée nationale qui est conduit souvent par Moussa Diakhaté et Imam Baignan. Mais malheureusement, on a travaillé sur des projets de rencontre pour définir un cadre de discussion, de relecture du projet. Mais il s'est trouvé que des efforts ont été sabordés. Et d'après tous les enseignements et les indices que nous avons donnés, ça a mené à Yakham Mbaye, le secrétaire d'État à la communication. Donc c'est très regrettable que quelqu'un qui soit de la profession n'aide pas la profession à faire face, à résoudre ces problèmes, mais surtout qu'ils nous mettent les bâtons dans les roues.
Nous allons à présent en Casamance où des membres de la société civile s'impliquent dans la sensibilisation des populations afin qu'elles s'acquittent correctement de leurs impôts. Cela se passe dans les collectivités locales de Goudomp, de Dibana et de Simbandi. Pour plus d'informations, écoutons le formateur, cher Tidiane Sissé. Il est au micro de notre correspondant, Boubacar Diassi. Au niveau des collectivités locales de Goudomp, Dibana et Simbandi, nous avons mis en place des comités citoyens qui ont pour mission d'évaluer un peu l'exercice budgétaire de ces collectivités locales pour donner un peu leur participation dans la mise en œuvre des activités. Et donc nous avons regroupé une trentaine de membres d'organisations de la société civile pour renforcer leur capacité sur les finances locales. Et ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que nous avons développé un outil qui leur permet de suivre l'évolution des recettes que les collectivités locales recouvrent pendant une durée, par trimestre, par semestre et par année. L'évaluation de ces recettes permet à ces citoyens-là de pouvoir quand même faire un plaidoyer auprès des populations pour qu'ils s'acquittent de leurs droits en termes de taux de recouvrement des taxes et des impôts. Je vous le disais également en sommaire de la tension à Karantaba, les professeurs du lycée ont refusé d'enseigner pour soutenir leurs collègues battus par un concurrent. Les jeunes de la localité sont en colère contre le sous-préfet à qui ils reprochent de vouloir se mêler de leurs pratiques ancestrales. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Bakary Conté. La tension a été très vive ce matin dans la commune de Karantaba. Une femme professeure d'histoire et géographie a été battue par un concurrent. Les jeunes de la localité ont tenté d'attaquer le domicile du sous-préfet. Ils l'accusent d'avoir manqué du respect au concurrent. Ces jeunes très en colère ont été repoussés avec des grenades lacrymogènes par les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Samine, renforcés par des éléments de la compagnie de gendarmerie de Kolda. Des renforts de la police et des ASP sont sur les lieux. Au lycée de Karantaba, pas de cours. Les portes de l'établissement ont été fermées. Difficile d'avoir un interlocuteur chez les jeunes. Même situation chez le sous-préfet. Du côté des forces de sécurité, pas de commentaires. Le maire de la commune de Karantaba et El Hadji Kadjali Souli, chef religieux dans la localité, ont entamé une médiation pour calmer la situation. En attendant, la commune de Karantaba est sous haute surveillance policière, quadrillée par des gendarmes. Et puis parlons de toute autre chose à présent, puisque cette année, 2600 policiers seront recrutés par la police nationale. C'est ce qu'a annoncé Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur. C'était lors de la présentation des vœux des agents de son ministère. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Younous Diatta et Chertiyan Dione. Au plan institutionnel, la prise en charge de certaines menaces, les plus connues, sera davantage assurée par la mise en place d'un dispositif stratégique et opérationnel de prise en charge des risques et catastrophes de plusieurs natures. Ainsi, 2016 sera donc consacré à une série d'actions qui va concerner tous les services du département. À titre d'exemple, la police nationale enregistrera un recrutement de 2600 policiers, tous corps confondus, dont 1800 sur autorisation exceptionnelle du chef de l'État. Quant à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, elle recevra une dotation subséquente à travers un projet d'équipement prioritaire. Ce plan prévoit la poursuite du maillage du territoire avec l'ouverture de casernes, centres et postes de secours et le recrutement de pompiers, particulièrement des officiers. Pambal, c'est dans le département de Tivaouane, les populations dans la rue pour réclamer le bitumage de la route reliant Tivaouane Darou Alpha à Pambal justement. Une route vieille de plus de 50 ans, chère Tidiane, et sur laquelle ont lieu de nombreux accidents. Cher Anta Diop, essaye la tire pour plus de détails. Les populations de Pambal, femmes et hommes, tous debout comme un seul homme dans l'unité des cœurs, des esprits et des idées, ont bravé le chaud soleil. Empruntant sur une longue distance le tronçon poussiéreux reliant Darou Alpha à Pambal pour exiger le bitumage de cette route. Nous, population de Pambal, nous réclamons le bitumage de l'axe Darou Alpha Pambal Tivaouane. Cette route, voie de contournement pour les véhicules du Magal et du Maoulou, étant latérite depuis nos indépendances. Ces milliers de voitures créent
une nuée de poussière et finissent par des accidents mortels, des maladies graves comme le cancer, la tuberculose, l'asthme, etc., etc. Nous, population de Pambal, nous nous sentons oubliés, délestés, abandonnés par les autorités de ce pays. Les manifestants ont crié leur ras-le-bol. Pour eux, les autorités sont restées oisives face à leurs doléances. Face à cette situation, les populations regrettent, avec beaucoup d'interrogations, pourquoi une décision du chef de l'État, leur président, tarde à être appliquée. Elles ont l'impression que la locomotive que constitue le président de la République roule à une vitesse très supérieure à celle des wagons représentés par les ministres et autres collaborateurs. La procession s'est terminée devant la sous-préfecture de Pambal où un mémorandum a été déposé. Même le maire de Pambal a pris part à la marche pour soutenir les populations. Nous parlons santé à présent avec un sujet d'actualité, l'avortement médicalisé, une solution au viol et à l'inceste selon l'association des juristes sénégalaises. Ces femmes qui veulent combattre l'infanticide en évitant les grossesses non désirées ont rencontré des religieuses et parlementaires pour échanger sur la problématique. L'association des juristes sénégalaises a fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé à Fatima Taba et Mohamed Dian. Le combat pour l'avortement médicalisé se poursuit pour l'association des juristes sénégalaises. Chaque année, près de 2% des femmes au Sénégal font un avortement, les grossesses non désirées à l'origine de l'infanticide. Des statistiques qui nous ont été données par des instituts de recherche par rapport aux femmes et aux jeunes filles qui sont en prison. Et pour la majorité, ils sont à cause d'avortement ou d'infanticide. Nous sommes partis des statistiques que nous avons au niveau de nos boutiques de droit qui sont des centaines de cas de viol et d'inceste. Nous sommes partis de nos visites de prison. Nous sommes partis des cas que nous avons documentés de filles en détresse qui sont dans cette situation. Nous avons dit, c'est grave par rapport à ces chiffres, par rapport à la situation, par rapport à l'état de droit dans lequel nous sommes. Il faut réagir. Après avoir rencontré les parlementaires, ces juristes ont également rendu visite à certains religieux pour échanger sur cette problématique. Étant dans un pays à majorité musulmane, d'échanger avec les religieux. Et je dis, c'est plus pour essayer de puiser auprès de ces religieux des arguments religieux pouvant nous conforter dans nos convictions et dans notre combat. Nous avons échangé avec ces religieux. Il arrive qu'on tombe d'accord sur certains points et sur d'autres qu'on ait des divergences. Nous avons aussi mené des plaidoyers auprès de l'État et des institutions. Je dis, nous avons rencontré les plus hautes institutions de ce pays pour que le débat soit posé officiellement, ce qui a été fait. Je crois qu'aujourd'hui, au Sénégal, le débat est posé officiellement par les institutions de ce pays, notamment le président de la République, notamment le Parlement. Après plusieurs mois de sensibilisation, ces femmes gardent espoir dans leur combat. Elles sont également déterminées pour éviter toute dérive. Il nous arrive nous-mêmes de soumettre des cas de viol qui, nous étant juristes, dans une boutique de droit, croyons, avec les preuves qu'on nous a amenées, que nous sommes devant un cas de viol. Mais nous ne jugeons pas, nous ne sommes pas des juges. Nous déposons au niveau de la justice. Si le juge n'est pas convaincu de par des preuves qu'il y a viol, le juge ne condamne pas. C'est la même chose pour ce qui concerne la question dont on parle. Pour l'association des juristes sénégalaises, l'avortement médicalisé est une solution au viol et à l'inceste, un avis que ne partagent pas certains citoyens. Et puis les Sénégalais se prononcent par rapport à l'avortement médicalisé. Si certains sont d'accord en cas de viol ou d'inceste, d'autres en fonction de leurs croyances religieuses disent niet. Des propos recueillis par Fatima Ba. Je crois que c'est mieux de sensibiliser les gens, de ne pas faire ces grossesses précoces, quoi. Ces grossesses indésirées, quoi. Mais pas favoriser l'avortement, quoi. L'accent doit être bon, on va sensibiliser les gens vraiment de ne pas faire ces genres d'actes, quoi. Mais avortement vraiment, c'est la même chose de tuer une personne pour moi. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Quand vous êtes jeune et qu'on vous a violé, je préfère l'avortement médicalisé que de vous laisser comme ça. Et d'une part, parce que ça peut poser problème plus tard à l'enfant. Maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de cas de viol, des enfants qui sont vraiment
mariés avant l'âge, c'est-à-dire des mariages précoces. Donc dans ce cas, donc, je peux dire que j'opte pour l'avortement médicalisé. Mais pour maintenant, un avortement médicalisé, voilà, volontaire, alors que bon, tu n'as pas de risque voilà, d'accouchement ou autre, bon, je suis contre. Sa papa def la ko pare nga dem di ko dindi déedéet loolu da nga koy bàyyi ak yàlla rek xam ne yàlla moo la ko sédde waaw waaye di dindi ëmb loolu baaxul. L'imam Ismaël Ndiaye se veut catégorique. Selon lui, l'islam ne cautionne l'avortement que si la vie de la mère est en danger. L'imam qui a rencontré nos reporters estime que les associations qui militent pour l'avortement médicalisé sont financées le plus souvent par des lobbies occultes. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Aminata Mbaresso. L'islam interdit l'avortement médicalisé. Ce que l'islam peut accepter, car la vie étant sacrée, si la vie d'une mère est mise en danger par la vie d'un fœtus, l'islam accepte comme non-loi d'ailleurs de mettre fin à cette vie de fœtus pour préserver la vie de la mère. Mais ce n'est pas une loi impersonnelle qui permettra d'autoriser à toute porteuse de grossesse d'aller enlever cette grossesse-là. Ce n'est pas cette loi-là qui viendra régler le problème de l'inceste ou le problème des infanticides. Ce qui se passe, et je vous dis la réalité, ceux qui l'avaient défendu même aux États-Unis, je parle du docteur Bernard Netterson, ont reconnu que la loi sur l'avortement a causé beaucoup de tort à leur population. De 1973 à 2013, ils ont perdu plus de 40 millions de vies, 40 millions de cas d'avortement. Rapporté à nos populations africaines, nous serons à plus de 80 millions de cas en 40 ans. Et je vous dis derrière, tout ce qui finance cela, c'est parce qu'il y a des kits qu'ils vont vendre après. C'est comme le sida, on nous a donné des antirétroviraux gratuitement, mais par la suite, on nous impose de les acheter. Et ces kits-là vont coûter à l'Afrique des milliards de dollars. Et c'est pourquoi ils sont enclins à venir engager des femmes, je ne les accuse pas, ils peuvent être des femmes innocentes, pour leur dire faites-nous la promotion de cela. Si vous ne passez pas dans les populations, allez voir les députés à l'Assemblée nationale, faites des conclaves avec les journalistes, faites-nous passer cette loi par force. Mais je leur dis que cette loi ne passera pas dans ce pays. C'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, Chartidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images.